Nous ne recevions que des instructions tactiques essentielles. Dans le passé, on avait vu bien des armées battre en retraite parce que les hommes ignoraient pour qui et pourquoi ils combattaient. Dans l'infanterie mobile, nous n'avions pas cette faiblesse. Chacun de nous s'était porté volontaire pour des raisons idéologiques ou personnelles, bonnes ou mauvaises. Nous nous battions parce que nous étions des fantassins, c'est tout. Nous étions des professionnels liés par l'esprit de corps. Nous étions les têtes dures de Razak. Mais nous ne savions pas que nous étions en train de perdre la guerre. Les punaises pondaient des œufs, et elles les gardaient en réserve. Ils éclosaient au fur et à mesure des besoins. Quand un soldat était abattu, ou 1000 ou 10 000, les remplaçants sortaient de l'œuf avant même que nous ayons regagné nos bases. Mais ne croyez pas que seul l'instinct expliquait cela, comme chez les fourmis ou les termites. Non. Tous leurs actes étaient dominés par une certaine intelligence, et en vérité, les punaises étaient mieux coordonnées que nous. De toute façon, les racines intelligentes ne construisent pas d'aéronefs. Il fallait au minimum 1 an d'entraînement pour qu'un de nos soldats soit en mesure de se battre. Chez les punaises, le soldat sortait pour ainsi dire tout équipé de son œuf. Mathématiquement, un fantassin tué pour 1000 punaises, cela représentait une victoire absolue des punaises. Ainsi nous apprenions à nos dépens l'efficience du communisme total chez une race qui s'y était adaptée par son évolution. Sans doute aurions-nous dû être avertis par les problèmes que l'hégémonie chinoise avait causés à l'alliance anglo-russo-américaine. Mais il en est ainsi des leçons de l'histoire, on les assimile beaucoup mieux quand on s'est cassé la figure. Maintenant, nous commencions à assimiler par l'exemple. Nous savions distinguer les soldats des ouvrières. Si on avait le temps de bien les examiner, on remarquait une petite différence dans la forme de la carapace. Mais il y avait un truc plus rapide. Si la punaise fonçait sur nous, c'était un soldat. Il était inutile de gaspiller les munitions, comme au début, sur les punaises ouvrières. On ne tirait même sur les soldats que pour se défendre. Ce qui comptait, c'était de trouver un trou et d'y larguer une bombe à gaz qui explosait après plusieurs secondes de chute, répandant un liquide huileux qui s'évaporait progressivement en un gaz toxique pour les punaises et plus lourd que l'air. On terminait la petite opération avec une grenade à haute puissance qui scellait le trou et on continuait. Nous ne savions toujours pas si nous frappions assez profond pour avoir les rênes, mais, en tout cas, cette nouvelle technique n'avait pas l'air de plaire aux punaises. Et puis c'est comme ça que nous sommes venus à bout de leur colonie de Sheol. Pour nous, autres têtes dures, la différence n'était pas énorme. Ce n'était qu'une arme de plus qu'il fallait utiliser, mais les opérations n'avaient pas changé. On tombait du ciel et on fonçait par bonds selon le plan prévu. Bonjour à tous, on est de retour avec Radioactif et cette fois on va parler du livre Étoile garde à vous, que vous connaissez sûrement sous le nom de Starship Troopers, qui est écrit par Robert Heinlein. Alors je sais pas si c'est Robert Heinlein ou si c'est Robert Heinlein, on va dire Heinlein parce que c'est beaucoup plus facile à dire. Donc Robert Heinlein, c'est un Américain né dans le Missouri en 1907. Il est considéré comme l'un des géants de la science-fiction. C'est un ami de Asimov, que vous connaissez sûrement pour le roman Fondation. Et Robert Heinlein, il est issu d'une famille de militaires où ils ont tous, toute sa famille a participé à toutes les guerres des États-Unis. Et lui-même, il est devenu officier de la marine, puis ingénieur civil, toujours dans la marine. Alors je voulais qu'on parle de Starship Troopers pour plusieurs raisons. Radioactif, on apprend des trucs ensemble avec des bouquins, notamment du monde anglo-saxon, parce que du coup ça permet d'ouvrir les horizons, parce que les idées de la France on les connaît, mais ceux en fait du monde anglo-saxon ça reste quand même assez opaque pour les Français, donc je trouve que c'est intéressant. Mais Radioactif ça reste un divertissement, donc je pense que c'est bien qu'on se fasse kiffer un peu avec un bouquin comme Starship Troopers. Et la deuxième raison, c'est que j'ai été très très surpris par la finesse de la philosophie qui est derrière Starship Troopers. C'est très étonnant, en fait, de voir une analyse aussi profonde, autant d'intelligence derrière un bouquin de science-fiction où, en fait, c'est juste des soldats qui pulvérisent des insectes géants. Mais vous allez voir à quel point c'est très profond en réalité, c'est très fin. Et en fait, c'est peut-être une marque des grands esprits, lorsque la forme est très accessible, très populaire, brutale, peut-être même parfois vulgaire,
mais que le fond est très subtil. Et en fait, je pense que vous comme moi, on est un peu fatigué, on en a un peu marre, parce qu'on a trop vu le contraire. Parce que 80% de la production intellectuelle française, c'est des grandes phrases, c'est des mots très compliqués pour dire des banalités et des choses très simples. Parce qu'en fait, c'est des gens qui surcompensent la forme parce que le fond est n'est pas intelligent en fait. Donc, j'ai eu envie de lire Starship Troopers grâce à un article qui a été publié dans Rage Culture par son auteur qui est Lucien Delamétrie. Et donc je vais m'aider un peu de son article pour synthétiser l'histoire globale afin que l'on puisse s'attarder sur l'ensemble des détails et que vous puissiez les replacer dans un univers global en fait. Donc là je vais citer l'article de Rage où l'introduction en fait est très bien faite pour présenter l'univers. Donc l'univers de Starship Troopers. Tout d'abord quelques mots de présentation de l'univers et de l'histoire de Starship Troopers. L'action se passe dans un futur indéfini, à la suite d'un grand conflit mondial opposant l'alliance russo-anglo-américaine à l'hégémonie chinoise, à la fin du XXe siècle, à l'issue duquel la civilisation moderne s'effondra, l'humanité s'unifia en une fédération terrienne et essaima dans toute la galaxie en fondant des colonies sur des planètes lointaines. La fédération n'est toutefois pas une démocratie au sens où nous l'entendons. Nous aborderons plus en détail plus bas la théorie politique sur laquelle se fonde la fédération. En attendant, disons simplement que seuls ceux qui ont effectué un service fédéral de 2 ans dans les forces armées de la fédération peuvent prétendre au statut de citoyen et obtenir le droit de vote ou se présenter à des élections. Nous suivrons le parcours d'un jeune homme, Juan Rico, et de sa décision de s'engager dans l'infanterie mobile, un corps d'élite équipé d'exosquelettes démultipliant les capacités des fantassins au moment où il devient un homme accompli. De ces classes militaires aux horreurs de la guerre contre les arachnides, d'innombrables épreuves se dresseront sur son chemin qu'il devra surmonter pour pleinement s'accomplir en tant qu'homme et devenir un membre à part entière du corps civique. C'est ce parcours, narré en première personne, que nous suivrons tout au long du roman. Le point de vue philosophique et moral de Alain s'exprime souvent directement à travers la voix du professeur Dubois, dont les cours d'histoire et de philosophie morale ponctuent le récit. Donc tout le livre, ça va être d'explorer en fait les fondements philosophiques qui justifient qu'un citoyen a le droit de vote et pas le civil. Et en fait, je dirais que ce bouquin, l'action est tout à fait secondaire. En fait, c'est la philosophie derrière qui est vraiment majeure. Vous pouvez quasiment sauter toutes les pages de bagarre et ne garder que les leçons philosophiques et d'histoire qui sont vraiment très profondes. Tout le cœur de ce podcast, ça va être de se demander qu'est-ce qui fait la différence entre un citoyen qui a le droit de vote et un civil. Quel rationnel y a-t-il derrière le fait d'accorder le droit de vote après un service militaire ? Est-ce parce que le service militaire sélectionne les gens les plus intelligents, les plus sages, les plus courageux ? Étonnamment, la réponse est non. Et Alain, il introduit la différence entre le soldat et le civil avec ce passage. Donc je cite Starship Troopers. Pendant le dernier cours de philosophie morale et d'histoire, je tournais et retournais le problème. Le cours avait ceci de particulier que tout le monde devait y assister, mais que personne n'était vraiment obligé de le subir. Monsieur Dubois, quant à lui, ne semblait pas attacher une grande importance à ce dernier point. Son grand truc, c'était de vous désigner avec son moignon gauche, sans jamais dire votre nom, et d'aboyer sa question. Ensuite, on pouvait toujours discuter. Pourtant, pour ce dernier cours, il semblait parti pour tenter de nous apprendre ce que nous avions déjà appris. Une des filles lui déclara carrément « Ma mère m'a dit qu'on ne résout jamais rien par la violence. » Vraiment, je suis certain que les pères fondateurs de Carthage eussent aimé entendre cela. Votre mère aurait dû leur faire part de cet aphorisme. Mais pourquoi ne le faites-vous donc pas ? Déjà auparavant, il avait eu des accroches. Du moment que le cours n'était pas essentiel, il n'y avait aucune raison de ne pas se mettre du bois à dos. « Vous vous fichez de moi, dit la fille. Tout le monde sait que Carthage a été détruite. » Mais vous semblez l'ignorer, vous, puisque vous insistez sur ce fait. Puis-je vous faire remarquer que la violence, dans ce cas, a résolu le problème de Carthage de manière plutôt radicale ? Mais ne croyez pas que je veuille me moquer de vous en particulier. J'ai simplement révélé le défi implicite de cette idée qui est d'une stupidité inacceptable. J'agis et j'agirai toujours ainsi. À celui qui se réfère à cette contre-vérité historique, à cette doctrine immorale qui dit que rien n'est jamais résolu par la violence, je conseillerais d'invoquer les esprits de Napoléon Bonaparte et du duc de Wellington pour en débattre. Peut-être Hitler pourrait-il faire l'arbitre tandis que le jury se contenterait de l'oiseau de dodo, du pigeon voyageur. Non. La violence, la force brutale, a plus souvent été décisive au cours de l'histoire que tout autre facteur. Croire le contraire, c'est rêver dans le vide, entretenir une idée fausse que l'on paie de sa vie et de sa liberté. Il soupira de nouveau.
Une autre année, une autre classe, et pour moi un nouvel échec. On peut toujours faire accéder un enfant à la connaissance, mais il est plus difficile de l'amener à penser vraiment. Soudain, il pointa son moignon sur moi. Et toi, quelle est la différence morale selon toi entre le civil et le soldat ? La différence, commençai-je prudemment, réside dans les vertus civiques de l'un et de l'autre. Un soldat assume la responsabilité personnelle dans la sécurité de l'organisme politique auquel il appartient. Il le défend, si besoin est, au prix de sa vie, ce que ne fait pas le civil. C'est ce qui est écrit sur le livre, mot pour mot, dit-il avec mépris. Mais est-ce que tu comprends ces mots, justement ? Et crois-tu qu'ils soient vrais ? Je ne sais pas, monsieur. Bien sûr que tu ne sais pas. Et je suis certain qu'aucun d'entre vous ne reconnaîtrait les vertus civiques s'il les avait en face de lui. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Ce sera tout, vraiment tout. Peut-être que nous nous reverrons un jour, en des circonstances meilleures. Vous pouvez partir. Voilà, c'est la première leçon du professeur Dubois. Donc la première leçon, c'est la violence est un outil, qui dans l'histoire de l'humanité a réglé plus de problèmes qu'aucun autre processus, ça c'est sûr. Deuxième point illustré par Rico, mais qui semble pas totalement comprendre ce qu'il dit, c'est le soldat a un droit supplémentaire par rapport au civil, qui est ce droit de vote justement, car il assume la responsabilité vis-à-vis de la société. Mais on est encore à un stade où on comprend pas trop qu'est-ce que le soldat assume, on comprend pas ce qu'il assume de plus que le civil. Parce que les civils, ok, ils vont pas à la guerre, mais enfin, ils bossent, ils construisent, enfin, c'est eux la société, en fait, c'est eux qui génèrent de l'argent, qui font tourner le monde, donc, on pourrait se dire, est-ce que vraiment à la guerre, c'est, aller à la guerre, c'est faire plus que ça, sachant que les civils font des enfants et de compagnie, je veux dire, c'est quand même des grosses responsabilités, donc on ne saisit pas tout de suite pourquoi le soldat aurait plus de droits. Et qu'est-ce que c'est que ces vertus, dont parle le professeur Dubois? Donc ce qui va se passer, c'est que Juan Rico, il va rejoindre l'infanterie mobile. Il va être étonné par plusieurs choses, c'est que personne n'est obligé de s'engager. C'est sur volontariat. Les officiers de recrutement, en fait, ils vous poussent plutôt à ne pas rejoindre l'armée. Ils vous disent que c'est pas particulièrement bien payé, que c'est difficile, que le taux d'abandon est très élevé, qu'ils ont même pas besoin de vous en réalité. Et en plus, bah oui, vous pouvez démissionner à tout moment. C'est pas du tout, vous signez, on vous a bien eu, haha, vous êtes avec nous pour l'éternité. Pas du tout, c'est à tout moment, vous pouvez vous barrer. Et ça ressemble beaucoup, en fait, à la section des Navy Seals, si vous lisez American Sniper, la biographie de Chris Kyle. En fait, ce qu'il raconte, c'est que les épreuves pour rejoindre les Navy Seals, et peut-être qu'on fera le bouquin un jour ensemble, en fait, c'est d'être un moment dans l'eau gelée pendant plusieurs heures, fracassé par des vagues de l'océan. Et il y a une cloche en fait sur la plage et à tout moment vous pouvez vous lever pour aller sonner cette cloche, c'est ce qu'on appelle la cloche de la honte. Et en fait on vous donnera une couverture, on vous mettra au chaud avec un café et des donuts si vous faites cela. Mais vous serez viré évidemment. Donc en gros à tout moment vous pouvez abandonner et le pire c'est que vous serez récompensé pour avoir abandonné. Et donc l'intérêt c'est quoi ? C'est que il n'y a plus que des gens volontaires et déterminés qui restent en fait. Ce qui fait que le risque de désertion plus tard est quasi nul. Donc de ce point de vue, les armées de conscrits, vous savez, les appelés là pour faire le devoir national, aller combattre comme aller à la Première Guerre mondiale où on prenait de force en fait tous les hommes en âge de combattre, par définition, ils ne vont pas au front par choix mais par obligation. Donc c'est un peu une forme d'armée d'esclaves comme l'armée de Xerxès contre les Spartiates si vous voulez. Alors c'est pas sexy quand je vous dis ça parce que vous êtes en train de me dire mais attends mais t'es un connard toi, t'es en train de cracher sur la mémoire des poilus et tout, mais en même temps factuellement ils étaient forcés au combat parce que soyons très sincères, si à la Première Guerre mondiale, je dis pas que ça aurait marché enfin ça aurait donné une défaite sûrement mais on va quand même être très très sincères, si à la Première Guerre mondiale le recrutement était basé seulement sur le volontariat, quel pourcentage des hommes en âge de combattre seraient allés au front? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a 100% de vos ancêtres qui y seraient allés? Ou plutôt 80? 50%? 30? 10? On descend jusqu'à combien? Pareil en Ukraine aujourd'hui, où les Russes, par exemple, qui partent au combat, combien de pourcents iraient volontairement? Je suis pas particulièrement sûr que ça serait 100%. Or, chez Navy Seals, du coup, comme chez les 300 Spartiates de Léonidas, ou dans l'armée fédérale de Starship Troopers, il y a que des hommes volontaires, et donc ça fait une armée d'hommes libres. Élément intéressant, c'est que Rico, du coup, je vous l'ai dit, il s'engage dans l'infanterie mobile, il fait face à un entraînement qui est très dur, très rude, et au bout d'un moment, en fait, il arrive quand même à passer les épreuves, et il reçoit une lettre du professeur Dubois, en fait,
qui a été un ancien combattant et qui a toujours des contacts dans l'armée, et du coup c'est pour ça qu'il lui envoie un courrier. Donc je vais vous lire son courrier. Mon cher garçon, j'aurais pu vous écrire plus tôt pour vous dire la joie et la fierté que j'ai éprouvée en apprenant que non seulement vous vous étiez porté volontaire, mais vous aviez choisi l'arme que fut la mienne. Cependant, je ne suis pas surpris. J'attendais un tel acte de votre part. Vous voir dans l'infanterie mobile est comme une prime personnelle pour moi. Voici un achèvement fort rare qui justifie les efforts d'un professeur. Il nous faut tamiser bien du sable et des cailloux pour la récompense d'une pépite. Maintenant vous comprenez pourquoi je ne vous ai pas écrit plus tôt. Nombreux sont les jeunes gens qui se sont écartés du service durant la période d'instruction et pas nécessairement à la suite d'une faute répréhensible. J'ai donc attendu que vous ayez franchi les obstacles, que vous en ayez suffisamment bavé pour passer cette barre que nous avons tous si bien connue. Grâce à certaines relations, je ne vous ai pas perdu de vue. Je voulais être certain que, sauf maladie ou accident, vous ayez achevé votre instruction. Vous allez maintenant vous engager dans la phase la plus difficile de votre service. Difficile non seulement sur le plan physique, et là vous avez pris vos mesures, mais aussi sur le plan intellectuel. Vous allez affronter les modifications et réévaluations spirituelles qui amorcent la métamorphose du citoyen potentiel en citoyen absolu. Je devrais plutôt exprimer cela ainsi. Vous avez traversé la phase la plus dure, en dépit de toutes les tribulations qui vous attendent, de tous les obstacles placés sur votre route de plus en plus haut. Mais ce qui compte, c'est de franchir la barre, et, vous connaissant comme je vous connais, mon garçon, je sais que j'ai attendu suffisamment longtemps avant de vous écrire où vous seriez déjà de retour chez nous. En atteignant ce point culminant du spirituel, vous vous sentez différent, autre. Peut-être les mots vous manquent-ils pour l'exprimer. Ils m'ont manqué à moi lorsque j'étais un bleu, alors permettez à un vieux camarade de vous les souffler. Ils disent simplement ceci. Le destin le plus noble que puisse connaître un homme est de placer son corps mortel entre le foyer qu'il aime et les ravages de la guerre. Ces mots ne sont pas de moi, bien sûr. Les vérités premières ne changent pas, et même si le monde change, il suffira toujours à un homme de les formuler une seule fois. Ceci est universel, immuable, pour tous les hommes de toutes les nations. Si vous pouvez accorder à un vieil homme un peu de votre précieux temps de repos, écrivez-moi, et si vous rencontrez certains de mes anciens camarades, transmettez-leur mon amitié. Bonne chance, soldat, je suis fier de vous. Jean Dubois, lieutenant-colonel de réserve de l'infanterie mobile. Dans cette lettre, le professeur Dubois a l'air d'insinuer qu'un changement va opérer dans le corps et dans l'esprit de Rico, et fera de lui un véritable citoyen, mais on comprend toujours pas encore en quoi ça va faire de lui ce véritable citoyen. Il parle d'atteindre un point culminant du spirituel, comme si Rico allait s'élever, prendre de la valeur en tant qu'individu. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui donne de la valeur aux choses ? Et c'est là que le professeur Dubois a la réponse. Donc là on va citer ce que pense Rico, et ses souvenirs qu'il va avoir des leçons du professeur Dubois. Tout au long du chemin de retour, je ne cessais de ruminer cette lettre. Elle ne ressemblait absolument pas à tout ce qu'il avait jamais pu nous dire en classe. Ce n'était pas tellement une question de contradiction, mais de ton. Un lieutenant-colonel pouvait-il se permettre de donner du camarade à un simple soldat ? Au temps où il n'avait été que Monsieur Dubois, où je n'étais que l'un de ses élèves, il ne m'avait pas semblé particulièrement conscient de mon existence. Il lui était seulement advenu une fois de faire allusion au fait que j'avais un peu trop d'argent et pas assez de cervelle. Selon lui, mon père pouvait acheter toute l'école et m'en faire cadeau pour Noël. Mais était-ce un crime ? En tout cas, ça ne le regardait pas. Il ne cessait de se livrer à des comparaisons portant sur la valeur entre la théorie marxiste et la théorie orthodoxe de l'usage. Il déclarait par exemple « Il est évident que la définition marxiste de la valeur est ridicule. Tout l'effort d'un individu ne changera jamais une tarte de boue en tarte aux pommes. Il restera ce qu'elle est, valeur zéro. » Corollaire, toute valeur peut être soustraite par un travail malhabile. Un cuisinier sans talent, à partir d'une pâte parfaite et de pommes fraîches et saines, peut fabriquer une bouillie innommable, valeur zéro. Et réciproquement, un grand chef peut, à partir de ses ingrédients, confectionner bien plus qu'une tarte ordinaire, sans plus d'effort qu'un cuisinier préparant un banal dessert. Ces exemples de cuisine démolissent la théorie marxiste de la valeur, cette illusion qui est à la source de cette magnifique escroquerie que l'on appelle le communisme. Et ils illustrent le bien fondé de la définition courante en termes d'usage. À cet instant, il nous foudroyait de son moignon. « Réveillez-vous, là-bas !» Et pourtant, ce vieux mystique hirsute, confus, névrotique, anti-scientifique, révolté, torturé, tenait entre ses mains l'étincelle d'une vérité profonde. Doué d'un esprit plus analytique, il aurait pu formuler la première définition adéquate de la valeur, sauvant ainsi cette planète du malheur éternel. À moins que... Vous ! Je m'étais redressé brusquement.
Si vous n'arrivez plus à écouter, peut-être parviendrez-vous quand même à dire à cette classe si la valeur est relative ou absolue ? Je l'avais écouté jusqu'ici, même les yeux fermés et le dos voûté. Mais sa question me prenait par surprise. J'ignorais le sujet du jour. À tout hasard, je répondis « Absolu !»« Faux !» dit-il d'un ton glacé. « Le terme de valeur n'a de sens que par rapport aux êtres vivants. La valeur d'une chose se mesure toujours selon telle ou telle personne. Elle est absolument personnelle et différente en fonction des êtres humains. La valeur marchande est fictive. Ce n'est que l'expression grossière des valeurs personnelles moyennes qui toutes doivent être quantitativement différentes sous peine de rendre le marché impossible. La valeur, cette relation très personnelle pour Sylvie Dubois, comporte 2 facteurs en ce qui concerne l'être humain. D'abord, ce qu'il peut faire d'une chose, son usage. Ensuite, ce qu'il lui faut pour l'obtenir, son coût. Une ancienne chanson affirme que les meilleures choses de la vie ne coûtent rien. Faux, complètement faux. C'est cette erreur qui a conduit à la décadence et à l'effondrement des systèmes démocratiques à la fin du XXe siècle. Ces nobles expériences connurent l'échec parce que le peuple avait été conduit à croire qu'il lui suffisait de voter pour ce qu'il souhaitait, et qu'il l'obtiendrait, comme ça sans lutter, sans larmes ni sueur. Rien de ce qui a de la valeur n'est gratuit, même le souffle de la vie. Nous ne l'obtenons à notre naissance que par la souffrance et un sursaut d'effort. Il avait toujours les yeux fixés sur moi. Si vous deviez lutter pour vos jouets et vos babioles autant qu'un bébé pour la vie, vous seriez plus heureux et plus riche. Mais pour quelques-uns d'entre vous, je déplore la misère de leur richesse. Vous, je viens de vous remettre un prix pour le 100 mètres. Êtes-vous content ? Oui, je suppose que je serais content. N'essayez pas de tricher, vous avez le prix, là, maintenant, Grand Prix championnat, 100 mètres plat. Il était venu jusqu'à mon bureau et avait mis la feuille devant moi. Et voilà, n'êtes-vous pas fier ? Vous méritez cette récompense, non ? J'étais furieux. D'abord cette allusion au gosse de riche typique des pauvres, et maintenant cette comédie. Je déchirai la feuille. Il prit un air surpris. Vous n'êtes pas heureux ? Vous savez très bien que je ne suis arrivé que 4e. Exactement. Le prix du premier ne vous revient pas, parce que vous ne le visiez même pas. Mais vous êtes satisfait d'une modeste place de 4e, vous la méritez. Je suis prêt à parier que plusieurs parmi les somnambules qui m'entourent comprennent cette petite pièce de morale. Et je crois que le poète voulait dire que les meilleures choses de la vie s'achètent autrement qu'avec de l'argent, ce qui est vrai. Les meilleures choses de notre existence sont hors de portée de l'argent. Elles se paient par la souffrance, l'effort et par le prix suprême demandé pour toute chose de la vie elle-même, tarif ultime pour la valeur sublime. Donc 2 éléments qui donnent de la valeur selon le professeur Dubois. L'usage, donc ce qu'on fait des objets, et le deuxième élément, c'est le coût. Et là, on commence à comprendre pourquoi un soldat aurait plus de valeur que le civil. On commence à comprendre le changement qui s'opère chez Rico durant son entraînement, et dont M. Dubois parlait du coup dans sa lettre, l'usage et le coût. Et notamment, ce qu'il vous dit à la fin, c'est que la plus haute valeur s'obtient en payant le plus haut coût, en payant par sa vie. On peut alors comprendre que le suffrage universel que l'on a aujourd'hui en Occident se base en fait sur une conception marxiste de la valeur qui serait liée à l'effort, qui évidemment, l'effort c'est inquantifiable. C'est pour ça qu'il y a des imbéciles à la télé qui vous disent « Oui, Bernard Arnault, il gagne 150 fois le salaire d'un ouvrier, est-ce que tu penses qu'il travaille 150 fois de plus qu'un ouvrier ?» Non mais ça c'est une conception marxiste de la valeur qui est liée à l'effort, et ce qui est complètement débile, comme vous l'a montré le professeur Dubois avec l'exemple de la cuisine et de la tarte aux pommes. Or, en partant de cette conception erronée de la valeur, pour faire justice, entre guillemets, vous recevez gratuitement le droit de vote. Donc mécaniquement, ce droit est sans valeur et son usage est inapproprié. Aujourd'hui, on vote pour recevoir d'autres choses gratuitement et en fait, on pense qu'il suffit de voter pour avoir la santé, pour avoir la retraite, pour avoir la sécurité, pour avoir la souveraineté. En fait, Dubois, il vous montre ici que nos vieilles sociodémocraties se trompent. Je vous propose qu'on parle justice, qu'on parle un peu responsabilité. On va un peu voir la conception, justement, de ces 2 thèmes dans le monde de Starship Troopers. Donc je vais citer Juan Rico. Une fois, on dressa la potence. Laissez-moi vous expliquer un peu. Cette histoire, en réalité, n'avait rien à voir avec l'armée. Le délit n'avait pas été commis au camp, et je pense que l'officier de recrutement qui avait accepté ce gars dans l'infanterie mobile ferait aussi bien de rendre son scaphandre. Le gars avait déserté 2 jours seulement après notre arrivée au camp Curie. Ridicule, bien sûr, mais dans son histoire, rien n'avait de sens. Pourquoi n'avait-il pas démissionné ? La désertion, évidemment, fait partie des fameuses 31 manières de casser du bois. Mais généralement, l'armée ne requiert la peine de mort que pour des cas spéciaux,
tels que désertion face à l'ennemi. Mais elle ne fait aucun effort pour retrouver ou ramener les déserteurs. Et c'est d'une logique de fer. Nous sommes tous des volontaires. Je suis un fantassin mobile parce que je l'ai voulu. J'en suis fier et l'infanterie mobile est fière de nous. Si un homme ne ressent pas ce sentiment sous toute sa peau, je le veux pour rien au monde à mes côtés en cas de pépin. Si je déguste au combat, je veux autour de moi des soldats prêts à me ramener parce que je suis un fantassin et qu'ils sont eux aussi des fantassins et que ma peau a autant d'importance pour eux que la leur. Je n'ai pas besoin de soldats de pacotille qui se planquent quand il y a un coup dur. Il vaut encore mieux avoir un trou dans votre section qu'un faux soldat qui se traîne avec le complexe du conscrit. Donc si quelqu'un veut s'en aller, laissez-le partir. Ne perdez pas votre temps et votre argent à essayer de lui remettre la main dessus. Bien sûr, il y en a beaucoup qui reviennent. Ça leur prend parfois des années. Sans férocité, l'armée leur donne les 50 coups de fouet auxquels ils ont droit et ils les relâchent au lieu de les pendre. Je pense que pour les nerfs d'un déserteur, ça doit être très dur. Il fuit, mais personne ne le poursuit vraiment. Il n'est ni citoyen, ni résident légal. Le méchant fuit quand nul ne le poursuit. La tentation de se rendre et de respirer enfin doit être insupportable. Mais ce gars-là ne s'était pas rendu. Il était parti depuis 4 mois et je ne crois pas que sa compagnie se souvenait encore de lui. Il n'était resté au camp que quelques heures et puis il ne s'était pas présenté à un appel du matin, c'est tout. Il avait assassiné une petite fille. Il fut arrêté et le tribunal local, en procédant à la vérification d'identité, découvrit qu'il était dans un état de désertion. Sur intervention du général auprès du département d'État, il fut remis à la justice militaire qui avait un droit de préemption sur les tribunaux civils. Pourquoi le général était intervenu ? Pourquoi n'avait-il pas laissé cette corvée au shérif ? Pour nous donner une leçon ? Non, certainement pas. Je suis certain qu'il n'avait jamais eu l'intention de donner la nausée à ses soldats pour les inciter à ne jamais assassiner de petites filles. Je crois même qu'il aurait sincèrement préféré nous éviter ce spectacle. Pourtant, il y avait une leçon à en tirer, une leçon que chacun de nous mit très longtemps à assimiler jusqu'à ce qu'elle devienne comme une seconde nature. L'infanterie mobile veille sur les siens, quoi qu'il advienne. Dillinger, c'était son nom, figurait encore sur les rôles du régiment. Même si nous ne voulions pas de lui, même s'il n'eût jamais dû être des nôtres, il appartenait à notre unité. On ne pouvait pas l'oublier et le laisser entre les mains d'un shérif à des miles de là. Un homme véritable, abat lui-même son chien quand il doit le faire. Il ne loue pas les services d'un bourreau. Nous étions responsables de Dillinger, c'était notre devoir. Ce soir-là, au Palan, nous nous sommes mis en marche pour le terrain de parade. Dillinger fut amené, il portait l'uniforme de fantassin mobile, exactement le même que le nôtre. On lui arracha ses insignes, ses boutons, et on lui ôta sa casquette pendant que la musique jouait Danny Deaver. À la fin, il ne lui restait qu'une tenue brune et bleue qui ne méritait pas le nom d'uniforme. La musique se tut et seuls les tambours roulaient, et ce fut fini. On nous passa en revue et nous repartîmes au pas rapide. Je ne crois pas que personne se soit évanoui. Ce soir-là, évidemment, l'appétit fut en baisse à la cantine et les conversations rares. Ça avait été une cérémonie sinistre. Pour la première fois de mon existence, j'avais vu la mort. Mais je n'avais pas été aussi bouleversé que pour la punition de Ted Hendrick. Il était impossible de se mettre dans la peau d'un Dillinger, de dire, comme pour Hendrick, ça aurait pu être moi. Non, Dillinger avait eu 4 chefs d'accusation contre lui, le moindre étant la désertion. Mais à supposer que sa victime fût encore en vie, il aurait été coupable de kidnapping, rançonnage, de négligence criminelle. Je n'éprouvais aucune sympathie pour lui. Je ne crois pas à la vieille rengaine qui dit « comprendre, c'est pardonner ». Parfois, plus vous comprenez certaines choses, plus elles vous dégoûtent. Putain, ça c'est si vrai. Vous allez voir que là, il va rentrer un peu dans la logique du système judiciaire fédéral. Et en réalité, comprendre, c'est pas du tout pardonner, c'est tout le contraire. Comprendre, c'est exécuter. En fait, pour vous, comprendre, c'est pardonner parce que vous êtes habitué à des sociologues en carton qui vous disent oui, en fait, s'ils font des choses mal, c'est à cause de raisons socio-économiques, etc. Enfin, basées sur des corrélations très faibles. Mais si je vous disais, au contraire, qu'il y a une causalité génétique, à ce moment-là, est-ce que expliquer, c'est pardonner, ou expliquer devient justifier la punition, à savoir l'exécution ? En réalité, c'est la deuxième option. Donc non, comprendre, ce n'est pas pardonner. C'est une phrase stupide, mais c'est une phrase qui vous vient en fait de sociologue en carton. Donc je continue. Parfois, plus vous comprenez certaines choses, plus elles vous dégoûtent. Ma sympathie, je la réserve à une certaine Barbara Ann Entwaite, que je n'ai jamais vue, et à ses parents qui ne la reverront jamais plus. Ça pareil, ça fait du bien. Barbara Ann Entwaite, en fait, c'est la victime, et du coup, ce qu'il dit, c'est « ma sympathie va à la victime et pas au bourreau ». Et putain, ça fait du bien quand même dans un texte d'avoir le monde qui est à l'endroit.
Ce soir-là, nous avons commencé 30 jours de deuil pour Barbara et notre déshonneur. Nous avons paradé sans musique, sans chanson de marche, avec des crêpes à nos drapeaux. J'entendis quelqu'un s'en plaindre une fois et se voir menacé d'une bonne raclée en réponse. Ce n'était pas notre faute, certes, mais notre devoir était de veiller sur les petites filles et non de les assassiner. Il nous fallait laver notre faute, notre déshonneur. Cette nuit-là, je me demandais comment l'on pouvait empêcher de telles choses. À notre époque, elles sont rares, mais une seule est encore de trop, pour moi. Je n'ai jamais trouvé de réponse satisfaisante. Dillinger avait l'apparence de n'importe lequel d'entre nous, et, après tout, ses antécédents ne pouvaient avoir été catastrophiques puisqu'il était arrivé au camp Curie. Alors c'était sans doute un de ces rares cas pathologiques qui se révèlent trop tard. Pourtant, s'il était impossible d'éviter cela la première fois, pour la seconde, nous avions trouvé une solution. Si Dillinger avait eu conscience de son acte, ce qui paraît incroyable, alors il avait su aussi ce qui l'attendait. Mais il n'avait sans doute pas souffert autant que la petite Barbara, et peut-être pas du tout. Mais supposons ce qui est probable, qu'il ait agi sans conscience du mal qu'il faisait. Vous me direz que l'on abat bien les chiens enragés. Oui, mais la folie est une maladie. À partir de cela, je n'entrevoyais que deux possibilités. Dillinger était incurable, et il valait mieux qu'il soit mort, pour lui et pour les autres. Ou bien, convenablement soigné. Il aurait pu retrouver l'équilibre et être réintégré à la société. Mais le seul souvenir de ce qu'il avait fait pendant sa maladie l'aurait poussé au suicide, car comment vivre avec cela ? Supposons encore qu'il réussisse à s'évader avant sa complète guérison et qu'il recommence. Une fois ? 2 fois ? Comment expliquer cela aux parents ? Je ne trouvais qu'une seule réponse. Je pense qu'on va faire une pause ici. Quand il dit « je ne trouvais qu'une seule réponse », il dit en gros ce qu'il veut dire c'est « je ne peux pas leur expliquer ». Et donc en fait la seule solution reste la solution numéro 1, c'est-à-dire l'abattre. On va s'arrêter quelques instants pour réfléchir sur ce passage. En fait ici on parle de responsabilité. Dillinger c'est l'exemple du meurtrier qui n'avait pas d'antécédent particulier et où ce premier meurtre ne pouvait pas être prévenu. Alors maintenant il est captif, qu'est-ce qu'on en fait ? On lui met une peine de prison au-delà de laquelle il sera libéré ? On considère que c'est une maladie psychiatrique à type de schizophrénie délirante qui nécessite une hospitalisation avec un traitement antipsychotique. Doit-on le libérer si on juge qu'il est apte à revenir dans la vie civile avec un traitement bien conduit, sachant qu'il peut rechuter dans son délire s'il ne prend pas son traitement ? Qui a autorité pour rendre sa sortie possible ? Le préfet ? Le juge des libertés ? Le psychiatre ? D'accord, mais si le patient se remet à tuer, alors cette responsabilité, elle se traduit comment ? On exécute celui qui a autorisé sa sortie, ou il se passe juste rien ? Après tout, il a autorité, donc il doit bien y avoir une responsabilité, non ? Non ? Étrange. Très bizarre comme type de société. Et si aucun antipsychotique ne fonctionne, que fait-on ? On garde le meurtrier en vie avec le risque qu'il s'enfuit et qu'il recommence ? Ok. On le garde combien de temps ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en santé publique, il y a des calculs que l'on peut faire pour quantifier le rapport bénéfice-coût pour la société de dépenser X euros pour gagner X années de vie selon la qualité de vie gagnée. Donc en somme, il est évident que si c'est la collectivité qui paye la santé et qu'il n'y a pas argent infini, on va pas dépenser la même chose pour un vieillard grabataire pour qui le traitement serait de plusieurs millions d'euros pour chaque année gagnée, sachant que dans tous les cas, il va pas vivre très longtemps et que les années qu'il a gagnées, elles vont pas être terribles. On va pas dépenser la même chose que pour un enfant qui pourrait guérir, grandir, travailler, faire des enfants et donc être rentable sur le long terme. Donc faut aussi comprendre que les impacts ils sont transgénérationnels. Et c'est très drôle parce que ce soit les bourdieusiens ou les héréditaristes, que vous pensiez que la formation d'un individu se fait majoritairement par l'environnement ou majoritairement par la génétique, dans les deux cas vous êtes d'accord pour dire que les chiens ne font pas des chats. Donc selon la personne que vous sauvez ou que vous gardez en vie, en fait, l'impact, qu'il soit positif ou négatif, se fera sentir sur plusieurs générations. Donc ça veut dire qu'on peut quantifier le rapport bénéfice-coût pour la santé d'un individu, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas le faire pour les peines judiciaires. La vie humaine, elle n'est pas sacrée, elle n'est pas impossible à monétiser, ça c'est un mythe, puisqu'on peut tout à fait s'accorder sur les dépenses acceptables ou non pour la vie d'un concitoyen. Donc pourquoi on ferait pas la même concernant la justice ? Pourquoi on calcule jamais le pourcentage d'individus ayant fait un crime grave et qu'on arrive à réinsérer dans la société ? C'est-à-dire qu'ils ne récidivent pas et qu'ils trouvent un travail. Parce qu'à mon avis, ça doit pas être très élevé ce pourcentage. Et même parmi ceux qui arrivent à se réinsérer, est-ce que leur temps de travail et celui de leurs enfants permet de revenir sur le coût qu'ils ont causé pour la société ? Et ça c'est quand même dans l'hypothèse que leurs enfants n'accroissent pas ce coût. Sachant
que le coût que ces gens ont causé pour la société n'est pas le même selon les victimes, en fait. On va prendre un exemple. Ce que je veux dire, c'est par exemple l'attentat de la gare qu'il y a eu en 2017 à la gare Saint-Charles à Marseille. Il y a eu un Tunisien sans-abri en situation irrégulière qui a tué 2 jeunes femmes. Il a tué Morane et Laura. Une qui était étudiante en médecine et l'autre qui était étudiante infirmière. Donc le coût pour la communauté, il est stratosphérique. Déjà, on perd 2 soignantes. Il faut savoir que ça coûte très cher d'élever des enfants, de les instruire. Là, en plus, il y avait la chance que c'était des jeunes femmes avec des ressources cognitives très importantes qui ont pu leur permettre d'avoir un concours très difficile, de les former en tant que soignantes. C'est 2 filles pour leur famille et aussi 2 potentielles mères. C'est-à-dire que vous perdez pas non seulement 2 individus, vous perdez aussi l'impact positif de leurs potentiels enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, donc toute la lignée est coupée. Je vous donne un exemple, si je remonte dans le temps et que je tue la mère de Marie Curie, c'est pas seulement un prix Nobel que la France perd, c'est 2 prix Nobel et 4 générations de scientifiques, d'accord ? Toute l'oncologie moderne part à la poubelle, ça veut dire que vous multipliez en plus le nombre de morts par cancer. Donc ouais, on peut pas quantifier tout l'effet papillon, mais on peut en percevoir une partie de la catastrophe si vous voulez. Et donc là, on perdait 2 jeunes filles extraordinaires, et à la place, qu'est-ce qu'on récupère ? Un Tunisien SDF en situation irrégulière qui faisait que fumer des pétards. Il n'y a aucun scénario réaliste où lui et sa potentielle descendance puissent rattraper le coup, et il est même très probable qu'ils en rajoutent. Donc rationnellement, si vous appliquez la même méthode mathématique que l'on utilise en santé publique, le rapport bénéfice-coût n'est pas en faveur de garder ce monsieur en vie, mais il est plutôt préférable de l'éteindre. Et vous savez ce qui s'est passé ? Eh ben, les familles des victimes ont porté plainte contre l'État, parce que cet attentat, en fait, était évitable. Le terroriste était en situation irrégulière, il avait déjà été interpellé par la police parce qu'il avait fait un vol 2 jours plus tôt, et ils l'ont relâché. Et donc, la volonté des familles, c'est pas de se venger, mais simplement que ça ne recommence pas, que d'autres familles n'aient pas à être endeuillées de la perte de leur fille. Évidemment, comme on est dans un système dysfonctionnel et inefficace, ça a recommencé. Donc là, ici, Rico, il illustre tous les scénarios avec un diligeur, et en fait, il se rend compte qu'il n'y a qu'une solution rationnelle, raisonnable et rentable, c'est la mort. On va maintenant parler de comment professeur Dubois et les citoyens de la Fédération voient nos sociétés démocratiques occidentales. Et en fait, ils nous voient comme nous voyons la saignée dans le traitement des maladies au Moyen-Âge. C'est-à-dire quelque chose d'arriéré, de rétrograde, d'obscurantiste, de pseudo-scientifique. Et c'est très drôle parce que nous, on pense qu'évidemment, on est au pic civilisationnel et moral, waouh, une démocratie, une social-démocratie en plus. Alors qu'en fait, on est des religieux obscurantistes qui pensons qu'un homme peut tomber enceint, que en priant très très fort, un abruti va devenir intelligent, que un meurtrier sera un gentilhomme. Enfin bref, je vais citer Rico. Je me souvenais d'une discussion durant le cours d'histoire et de philosophie morale de Monsieur Dubois. Il nous parlait des troubles qui avaient précédé l'éclatement de la République d'Amérique du Nord au XXe siècle. Selon lui, les crimes comme celui de Dillinger avaient été à cette époque monnaie courante. La terreur n'avait pas été le seul fait des États-Unis, mais aussi de la Russie et de l'Angleterre, ainsi que de beaucoup d'autres pays. Mais c'était en Amérique qu'elle avait atteint son sommet, peu avant l'effondrement. Les citoyens normaux, rapportait M. Dubois, ne se risquaient plus dans les jardins publics la nuit venue. Ils couraient le risque d'être attaqués par des bandes d'enfants armés de couteaux, de chaînes, de pistolets fabriqués à la maison. Ils pouvaient être volés, molestés et le plus souvent assassinés. Cela dura des années jusqu'à la guerre entre l'alliance russo-anglo-américaine et l'hégémonie chinoise. Le meurtre, la drogue, le viol et le vandalisme faisaient partie de la vie quotidienne, dans les écoles, dans les rues, aussi bien que dans les parcs. J'avais essayé d'imaginer cette violence dans nos écoles, mais je n'y avais pas réussi, je ne pouvais pas. Dans nos parcs non plus. Un parc était un endroit où on se délassait, où l'on s'amusait. Comment pouvait-on y être assassiné ? Monsieur Dubois, y avait-il une police ? Des tribunaux ? La police était plus importante que la nôtre. Et ils avaient bien plus de tribunaux. Et ils étaient surchargés. Je pense que je ne comprends pas. Dans nos villes, si une telle chose s'était produite, l'enfant coupable aurait reçu le fouet en même temps que son père. Mais de telles choses ne se produisaient jamais. Définissez le terme « délinquant juvénile », m'avait demandé Monsieur Dubois. Eh bien, c'est un de ces jeunes qui attaquaient les gens ? Faux ! Mais dans le livre, excusez-moi,
C'est effectivement ce qui est écrit dans votre livre, mais il ne sert à rien d'appeler une queue une jambe. Délinquant juvénile est un terme contradictoire qui met en évidence le problème et une totale impuissance à le résoudre. Avez-vous déjà eu un chien ? Oui, monsieur. Est-ce qu'il vous est arrivé de le faire rentrer dans la maison ? De temps en temps, monsieur. Eh bien, quand votre chien commettait une faute, étiez-vous en colère ? Ma foi, il ne le savait pas, ce n'était qu'un chien. Que faisiez-vous alors ? Eh bien, je le grondais, je lui mettais le nez dans son pipi et je lui donnais une fessée. Mais il ne comprenait pas ce que vous lui disiez. Non, il savait que j'étais en colère contre lui. Mais vous venez de me dire que vous n'étiez pas vraiment en colère et qu'il ne pouvait pas comprendre. C'était tout le style de Monsieur Dubois, amener les gens à se contredire. Non, mais il fallait qu'il croie que j'étais en colère, il fallait qu'il apprenne, non ? Je suis d'accord. Mais après lui avoir fait comprendre que vous désapprouviez son acte, pourquoi vous montrez cruel au point de le fesser ? Vous avez dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Pourtant, vous l'avez fait souffrir. Pouvez-vous vous justifier ou bien êtes-vous sadique ? J'ignorais ce qu'était un sadique, mais je savais très bien ce qu'était un chien. Mais il le faut bien, Monsieur Dubois. Il faut le gronder pour qu'il sache qu'il a fait du mal. Il faut lui mettre le nez dedans pour qu'il comprenne que c'est à cause de ça que vous êtes en colère. Et il faut bien le frapper pour qu'il ne recommence pas. Il faut le faire tout de suite. Plus tard, il ne pourrait pas comprendre. Et même la première leçon ne suffit pas. Il faut recommencer et taper un peu plus fort chaque fois. C'est comme ça qu'il finit par apprendre. Si vous vous contentez de le gronder, c'est du temps perdu. Et j'ajoutais, vous n'avez sûrement jamais eu de chien. Des tas. En ce moment, j'élève un basset avec vos méthodes. Mais revenons à nos délinquants juvéniles. La moyenne d'âge des plus dangereux était inférieure à celle de cette classe. Et ils commençaient plus jeunes en général. N'oubliez jamais ce chien. La police arrêtait souvent ces jeunes, tous les jours. Est-ce qu'on les grondait ? Oui, et plutôt méchamment. On leur mettait le nez dans leurs fautes ? Rarement. Les organes d'information gardaient leur nom secret. La loi l'exigeait souvent pour les mineurs des 18 ans. Est-ce qu'on leur donnait la fessée ? Bien sûr que non. Pour la plupart, dans leur plus jeune âge, leurs parents ne les avaient jamais corrigés. À l'époque, on croyait couramment que le fait de frapper un enfant, de le punir physiquement, pouvait causer des troubles psychiques permanents. Je m'étais dit que mon père n'avait sans doute jamais entendu parler de cette intéressante théorie. Le châtiment corporel était interdit dans les écoles. La flagellation n'était plus en vigueur que dans une toute petite province, le Delaware, et encore dans quelques rares délits. On la considérait comme un châtiment cruel et inhabituel. Je ne comprends pas ce genre de considération. Un juge peut toujours se montrer bienveillant, mais sa sentence conduira toujours un criminel à souffrir. Autrement, il ne saurait être question de châtiment. Et la souffrance est, depuis des millions d'années d'évolution, le mécanisme qui protège notre survie en nous donnant l'alerte. Au nom de quoi la société rejetterait-elle un système aussi perfectionné ? Mais il faut dire qu'à cette époque était voué aux pires divagations pseudo-psychologiques. Le truc du châtiment corporel est incroyablement disruptif et intelligent parce que l'hippocampe est une partie du cerveau qui gère votre mémoire et en fait il est en lien avec l'amygdale qui est en fait cet organe qui va gérer les associations positives ou négatives dans votre cerveau. C'est pour ça qu'une fois que vous avez mémorisé le fait que mettre la main sur le feu induit de la douleur, vous avez cette association pavlovienne entre le fait d'avoir mal et mettre la main sur le feu. Du coup, vous ne le faites pas à l'avenir. Et vous allez, par exemple, associer le fait de manger quelque chose de bon, etc., à un bon goût, à des stimuli, à des circuits de la récompense dopaminergique. Et du coup, vous allez plutôt chercher à manger des trucs bons plutôt qu'à vous faire mal. Bon, voilà. C'est une association entre des sentiments négatifs et votre mémoire. Et c'est très juste ce qu'il dit le professeur Dubois, c'est, mais attendez, il y a quelque chose d'incroyablement sophistiqué qui est le produit de millions d'années d'évolution. Pour quelle raison irrationnelle on ne devrait pas utiliser ce circuit entre la mémoire et l'amygdale pour réprimer les comportements négatifs pour la société. En somme, il n'y a aucun argument rationnel pour ne pas utiliser le châtiment corporel, en fait, en termes de peine pour des délits mineurs. Et en fait, il va vous dire pourquoi, si vous ne le faites pas, il n'y a aucune raison que les individus changent de comportement. Je continue. Quant à être inhabituel, une punition se doit de l'être, sinon elle est sans effet. Monsieur Dubois pointa son moignon sur un autre élève. Que se passerait-il si vous battiez votre chien toutes les heures ? Eh bien, il deviendrait peut-être fou ? Certainement, il n'apprendrait rien. Dites-moi donc depuis combien de temps le directeur de cette école n'a pas donné le bâton à un élève ? Oh, peut-être 2 ans. Ce garçon qui s'était battu avec, peu importe, cela fait longtemps. Ce qui signifie qu'une telle punition est si inhabituelle qu'elle en est exemplaire, qu'elle instruit. Mais les jeunes criminels de ces temps-là, on ne les frappait pas quand ils étaient bébés.
On ne les fouettait pas pour leurs crimes, non. Le processus était le suivant. Premier délit, un avertissement. On grondait si vous voulez, sans même juger souvent. Après quelques délits, l'emprisonnement. Cette sentence pouvait être suspendue par une mise en liberté surveillée. Un jeune criminel pouvait être arrêté plusieurs fois avant d'être puni. Et dans ce cas, on l'enfermait en prison simplement avec d'autres criminels qui ne pouvaient que lui apporter d'autres idées criminelles. Il aurait pu continuer ainsi durant des années, tandis que ses crimes croissaient en nombre et en atrocité, sans n'être puni que par la prison. Mais tout à coup, légalement, le jour de son 18e anniversaire, le cycle était interrompu. Le jeune délinquant, devenu un criminel adulte, pouvait en quelques semaines se retrouver dans une cellule de condamnés à mort. Vous, à nouveau il pointait son moignon sur moi, supposez que vous vous soyez contenté de gronder votre chien sans jamais le punir, supposons que vous l'ayez laissé faire ce qu'il voulait dans la maison, et que vous l'ayez simplement enfermé de temps en temps dans une cabane pour le laisser revenir plus tard en l'avertissant de ne jamais recommencer. Jusqu'à ce que vous vous aperceviez qu'il est devenu un grand et vieux chien, toujours aussi sale. Qu'auriez-vous fait alors ? Vous auriez pris un fusil pour l'abattre ? Qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'est la façon la plus incroyable d'élever un chien dont j'ai jamais entendu parler. Tout à fait d'accord. Ou un enfant ? Et qui est coupable ? Moi, je pense ? Exact. Et j'en suis sûr. Monsieur Dubois, dit alors une fille, pourquoi ne pas donner de fessées aux petits-enfants et quelques bons coups de lanière aux plus grands quand ils le méritent ? Je veux dire, pour de vilaines choses. J'ignore pourquoi il ne le faisait pas au XXe siècle, dit Monsieur Dubois d'un ton sinistre. Sans doute ces pseudo-scientifiques qui se donnaient le titre de psychopédiatres ou d'assistants sociaux méprisaient-ils les anciennes méthodes qui avaient fait leurs preuves. Sans doute les jugeaient-ils trop simples pour inculquer le respect humain et les vertus sociales à de jeunes esprits. Mais après tout, n'importe qui pouvait y parvenir en usant de patience et de fermeté, comme pour un petit chien. Je me suis parfois demandé s'il n'avait pas épousé la cause du désordre. Mais c'est peu probable. Les adultes agissent toujours consciemment pour des motivations supérieures, quel que soit leur comportement. Ça, c'est très drôle. C'est quand même une phrase, il lâche une petite once d'ironie. Est-ce que ces gens n'ont pas épousé la cause du désordre ? C'est une belle phrase, hein ? C'est une belle phrase pour dire ce qu'on sait. Parce qu'évidemment, ils ont épousé la cause du désordre. Ils n'ont pas adhéré à la cause du désordre par volonté de créer du désordre, mais simplement parce que ce baratin et ces pseudosciences leur permettaient d'avoir un emploi. « Mais grand Dieu !» s'exclama la fille. « Je n'aimais pas recevoir des fessées comme tous les enfants, mais ma mère m'en donnait quand il le fallait. La seule fois où j'ai été corrigé en classe, je l'ai été aussi à la maison. C'était il y a des années. Je n'ai jamais pensé qu'on pourrait me traîner devant un juge qui me ferait donner le fouet. Je veux dire qu'il suffit de ne pas le vouloir, et ce genre de choses n'arrive pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal dans notre système. Cela vaut mieux que de ne pas pouvoir se promener dans les rues de peur et se faire tuer, non ? Quelle horreur !» C'est très drôle ce qu'elle dit, cette jeune fille, parce qu'en fait, ce qu'elle dit, en gros, c'est si vous avez peur de la punition physique, parce que vous vous dites, ah ouais, mais bon, si ça m'arrive, etc. Ce qu'elle vous dit, c'est si la peine pour le vol ou le trafic de drogue, c'est de se prendre des coups de fouet, en fait, il y a une super technique pour pas se prendre des coups de fouet, c'est de pas voler et de pas trafiquer de la drogue. Et ce qui est drôle, c'est que chez les gens normaux, alors peut-être que les malades mentaux écoutent ce podcast, donc je vous le dis, les gens normaux, à 4 ans et demi, ils savent qu'ils vont pas faire de crime, en fait, hein. Il y a jamais de débat, ah, ça peut m'arriver, si une erreur, je sais pas quoi. Non, juste, c'est clair dans la tête des gens normaux, à 4 ans et demi, ça ne va jamais m'arriver, parce que suffit de pas faire ça. Et elle dit, il vaut mieux ce système que de pas pouvoir se promener dans la rue, non ? Et oui, c'est pas normal de pas pouvoir se promener dans la rue, même tard, même bourré, même ce que vous voulez. Normalement, t'es censé pouvoir marcher d'un point A à un point B dans un pays normal. Je continue. Je suis d'accord, jeune dame, sur l'horrible contraste qu'il y avait entre ce que ces gens bien intentionnés pensaient et faisaient. Ils ne disposaient d'aucune théorie scientifique applicable à la morale. Ils avaient un code moral et ils essayaient de s'y conformer, mais il était faux, fait de charlatanisme rationalisé et de rêveries écervelées. Plus ils y croyaient, plus ils divaguaient. Ils considéraient, voyez-vous, que l'homme était voué d'instinct moral. Je suis désolé, hein, je m'arrête toutes les 2 secondes, mais en fait chaque phrase qu'il lâche, le professeur Dubois, il faut en parler parce que c'est à chaque fois extraordinaire. Il a complètement raison. En fait, il y a 2 moyens de raisonner. Soit vous partez de la réalité, des faits, et vous voyez ce qui marche, et ce qui marche devient alors bon, c'est ça qui est moral, vous partez de la réalité, vous voyez ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne,
est une bonne chose. Typiquement, on n'a pas d'énergie, il nous faut beaucoup d'énergie, on fait une centrale nucléaire fait beaucoup d'énergie, donc une centrale nucléaire c'est bien. Les gauchistes raisonnent dans l'autre sens. Qu'est-ce qui est bon? Et après j'essaie de l'appliquer sur la réalité. Sauf qu'évidemment, du coup ça marche jamais. Qu'est-ce qui est bon? Ne pas stigmatiser quelqu'un qui pense que il est une femme alors que il a un chromosome XY, il a le gène SRY, il a fait un développement embryonnaire masculin à base d'androgènes et qu'il a développé des caractères sexuels masculins, mais il veut quand même que vous l'appeliez elle, madame et compagnie. Du coup, qu'est-ce qui est bon? Ne pas le froisser, du coup dire elle, madame, mais est-ce que du coup ça devient la réalité pour autant? Non, mais même si... Et en fait, ce qui se passe comme processus derrière, c'est que vous dites, ok, j'ai identifié ce qui est bon, du coup, derrière, je rationalise tout un charlatanisme pseudo-scientifique par-dessus, et j'espère que l'univers va pas m'effondrer dessus. Oui, mais au bout d'un moment, ça arrive. C'est-à-dire que ces gens ne développent pas d'ovocytes. C'est pas parce que vous les appelez madame qu'ils peuvent tomber enceintes. Ça n'arrive pas. Je continue. Mais, monsieur, je pensais que j'avais... Non, mon enfant, vous avez une conscience cultivée, très bien éduquée. Mais l'homme n'a pas d'instinct moral. Il ne naît pas avec un sens moral. Vous n'en aviez pas en naissant, et moi non plus. Pas plus qu'un chien. Ce sens moral, nous l'acquérons par l'éducation, par l'expérience, en usant de nos esprits. Parfois, ces jeunes criminels que nous évoquions étaient comme nous, mais personne ne leur faisait la moindre chance d'acquérir ce sens moral. Leur existence ne leur permettait pas. Qu'est-ce que le sens moral? Un produit de l'instinct de survie. Ça, très très bon. Il avait identifié que la morale avait un support biologique, c'était pas quelque chose qui volait, c'était vraiment un produit de notre évolution. Je continue. L'instinct de survie est à la base de notre nature humaine, et c'est de lui que dérivent tous les aspects de notre personnalité. Tout ce qui entre en conflit avec l'instinct de survie agit tôt ou tard pour éliminer l'individu, et de ce fait ne peut être transmis aux futures générations. Cette vérité est mathématiquement démontrable, universellement vérifiable. C'est la seule règle impérative et éternelle dont dépendent nos actes. Mais cet instinct de survie peut se diversifier en motivations plus complexes, plus subtiles que la lutte aveugle de l'individu pour rester en vie. Jeune demoiselle, ce que vous appelez votre instinct moral vous a été transmis par vos ancêtres, et c'est une vérité qui dit que la survie peut avoir des impératifs plus puissants encore que votre survie personnelle. Celle de la famille, par exemple, ou de vos enfants, quand vous en aurez, ou de la nation, encore plus haut dans l'échelle. Et il y a bien d'autres degrés. Toute théorie morale scientifique doit avoir pour origine l'instinct de survie individuel, et rien d'autre. Et elle doit poser correctement la hiérarchie de la survie avec les motivations correspondant à chaque degré. De même, elle doit résoudre tous les conflits. C'est très important ce qu'il dit, c'est l'instinct moral vient de la survie individuelle. Le fait que votre morale en vient à prendre soin de votre famille, c'est, parce qu'il transporte vos gènes ou qu'il vous aide dans cette survie individuelle. Le fait que, par extension, vous ayez cet instinct moral avec d'autres familles dans la nation, c'est pour les mêmes raisons. Le fait que vous ayez cet instinct moral pour la nation, c'est parce que vous avez un rapport symbiotique en tant qu'individu qui prend soin de sa famille et qui prend soin de lui-même avec la nation. C'est parce que la nation, en tant qu'organisation, vous protège que vous mettez la main à la pâte pour protéger la nation. Alors, évidemment, quand la nation est un parasite, vous avez plus besoin, vous n'avez pas à le faire puisque il y a pas ce donnant-donnant. Mais en fait, c'est pour ça que l'instinct protecteur pour sa famille ou le nationalisme naît, c'est par instinct de survie individuel. Et donc c'est pour ça que tout ce que vous dites, oui, il y a de la décadence, nanani, toute cette grande phrase qui veulent un peu rien dire, en fait ça veut juste dire on perd le rationnel de notre instinct de survie individuel. Et donc on est moins efficace dans notre capacité à survivre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que au-delà des grandes phrases philosophiques, moralistes, religieuses, en fait, il y a juste le fruit d'un processus darwinien. Aujourd'hui, nous disposons d'une telle théorie. Nous sommes à même de résoudre n'importe quel problème moral, à quelque niveau que ce soit. Intérêt, amour de la famille, devoir patriotique, responsabilité devant la race humaine. Nous pouvons développer une éthique exacte pour toute relation extra-humaine. Mais tous les problèmes moraux peuvent être illustrés par une citation approximative. Il n'est pas d'amour humain plus grand que celui de la chatte mourant en défendant ses chatons. Pensez-y, réfléchissez au problème de la chatte, et quand vous serez prête à réfléchir sur vous-même, voyez jusqu'à quel degré de l'échelle morale vous pouvez monter. Nos jeunes criminels du XXe siècle n'allaient pas très haut. Ils naissaient avec leur seul instinct de survie, et la plus haute moralité qu'ils pouvaient atteindre était la loyauté chancelante envers leur bande.
Mais les gens bien intentionnés essayèrent de faire appel à leurs bons sentiments, de les atteindre, d'éveiller leur sens moral. Ils n'avaient pas de bons sentiments. L'expérience leur avait enseigné que ce qu'ils faisaient était pour eux la seule manière de survivre. Vous ne grondez pas votre chien alors que ce qu'il fait avec succès et plaisir est moral pour lui. Ça veut dire si votre chien, par exemple dans votre dos, mange le jambon, il y a ce bon goût du jambon dans la bouche, il est content, il est heureux, etc. Vous pouvez pas lui expliquer que c'est pas bien parce que tous les récepteurs et tout son système dopaminergique est en train de dire à son cerveau « Mais attends, c'est extraordinaire ce qui se passe. » Donc évidemment, si vous laissez faire, la réponse c'est « Faut que je recommence, je vais continuer à bouffer le jambon sur la table. » La seule façon pour lui que ce soit immoral, c'est que ce rapport bénéfice-coût devienne négatif et que du coup, vous lui mettez une bouffe, comme ça, le niveau de souffrance est plus haut que le niveau de plaisir qu'il a eu en mangeant le jambon. C'est comme ça que vous rendez un acte immoral. La base de toute moralité est le devoir, qui est au groupe ce que l'intérêt particulier est à l'individu. Il ne s'est trouvé personne à cette époque pour parler de devoir à ces jeunes garçons d'une façon qu'ils auraient pu comprendre, c'est-à-dire en tapant un peu. Non. La société à laquelle ils appartenaient ne cessait de leur parler de leurs droits. Les résultats étaient prévisibles puisqu'aucun être humain ne jouit de droits naturels. Là, M. Dubois s'était interrompu. Quelqu'un avait mordu immédiatement à l'hameçon. « Mais, monsieur, et la vie, la liberté, la quête du bonheur ?»« Ah oui, les droits inaliénables. Tous les ans, il se trouve quelqu'un pour citer cette merveilleuse poésie. La vie ? Mais quel droit à la vie a donc un homme qui se noie dans le Pacifique ? L'océan ne réagira pas à ses appels ? Quel droit à la vie a un homme qui doit mourir pour sauver ses enfants ? S'il décide de sauver sa propre vie, le fait-il par l'effet de quelques droits ? Si deux hommes sont menacés de mourir de faim et que le cannibalisme soit la seule issue pour l'un d'eux, lequel a plus que l'autre le droit inaliénable de vivre ? Est-ce juste ? Il en est de même pour la liberté. Les héros qui ont signé ce grand document déclarent acheter cette liberté au prix de leur vie. La liberté n'est jamais inaliénable. On doit la payer régulièrement par le sang des patriotes. Autrement, elle disparaîtrait. De tous les droits humains naturels que l'homme a inventés, la liberté est encore celui qui n'est jamais gratuit. En fait, de tous les éléments qu'il a cités, celui qui a le plus de valeur et qui du coup nécessite le plus haut niveau de prix, c'est sans doute la liberté. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut souvent arroser la liberté avec le sang des patriotes, parce qu'en gros, cette liberté, vous devez régulièrement sacrifier des vies pour la garantir. La garantir, en fait, ce que je dis, vous pouvez jamais la garantir, mais au moins pour l'obtenir momentanément. Le troisième droit, la quête du bonheur, il est certes inaliénable, mais ce n'est pas un droit. C'est une condition universelle que les tyrans ne peuvent supprimer et que les patriotes ne peuvent restaurer. Vous pouvez me jeter aux oubliettes, me brûler sur le bûcher, me couronner roi des rois, je poursuivrai ma quête du bonheur aussi longtemps que vivra mon cerveau. Mais il n'est aucun dieu, aucun saint, aucun sage, ni aucune drogue pour m'assurer que je réussirai. À cet instant, M. Dubois se tourna vers moi. Je vous ai dit que le terme de délinquant juvénile était contradictoire. Délinquant signifie qui a failli à son devoir. Mais devoir est une vertu adulte. C'est justement lorsque l'homme juvénile connaît le sens du devoir qu'il devient un homme adulte. Il ne peut y avoir de délinquant juvénile. Pour chaque criminel juvénile, il y avait toujours plus de délinquants adultes, des êtres parvenus à la maturité qui n'avaient jamais eu connaissance de leur devoir ou qui l'avaient renié. Et c'est là le point faible qui a détruit cette société qui, par bien d'autres aspects, était admirable. Les jeunes voyous qui rôdaient dans les villes de cette époque étaient les signes avant-coureurs d'une maladie plus grave. Les citoyens de cette société glorifiaient la mythologie des droits. Mais ils avaient perdu le sens de leur devoir. Aucune nation ne saurait survivre ainsi. Je me demandais dans quelle catégorie le colonel Dubois aurait classé Dillinger. Un criminel juvénile qui méritait la pitié même s'il fallait l'éliminer ? Ou bien un délinquant adulte qui ne pouvait provoquer que le mépris ? Je ne savais pas. Tout ce dont j'étais sûr, c'est qu'il ne tuerait plus jamais de petites filles. C'était mieux ainsi.
Donc on va commencer à s'approcher de la fin. Ça va être la partie de dénouement où on va comprendre comment ce nouveau système, la Fédération Terrienne, s'est mis en place et pourquoi il fonctionne. Alors comme je vous l'ai dit, cette fédération s'est mise après un conflit mondial entre l'alliance russo-anglo-américaine contre l'hégémonie chinoise, et de ce conflit s'est effondrée la civilisation. Et en fait, tous ces combattants de tous ces pays sont revenus chez eux, et ce sont littéralement des vétérans, donc ils avaient toute cette maîtrise martiale, et vous allez voir ce qui va se passer quand ils reviennent en fait. Ils avaient appris à se battre. Ce ne fut pas une révolution. Cela rappela plutôt ce qui s'était produit en Russie en 1917. Le système s'effondra pour être remplacé par autre chose. Les premiers événements signalés à Aberdeen, en Écosse, sont un exemple typique. Quelques vétérans se constituèrent en comité de vigile pour lutter contre les violences et le pillage. Ils pendirent plusieurs personnes, dont 2 vétérans, et se constituèrent en comité. Seuls les vétérans pouvaient en faire partie. C'était arbitraire, mais ils n'avaient confiance qu'en eux. Ce qui avait été au début qu'une simple mesure d'urgence devint en 1 ou 2 générations une constitution. Il est probable que ces vétérans écossais qui furent amenés à pendre quelques-uns de leurs anciens camarades décidèrent que, dans ces circonstances, ils n'avaient pas de leçons à recevoir de ces fripouilles, de ces rats, de ces chacals de civils, de ces profiteurs, de ces collaborateurs, de ces traîtres. Ils n'avaient qu'à laisser les vieux soldats reconstruire le monde et faire ce qu'on leur ordonnait. Ça, c'est un peu une référence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où justement tous ces vétérans du monde entier sont rentrés chez eux. En fait, le monde dans lequel nous vivons est la construction de ces vétérans, ce qu'on appelle la GI Generation. C'est en référence au fait que cette génération de GI, pour les Américains, ont reconstruit le monde occidental, mais avec leur éducation militaire qu'ils ont eue, donc avec une poigne de fer. Je pense que ça s'est passé ainsi parce que j'aurais agi de même. Et les historiens s'accordent à reconnaître que, à cette époque, l'antagonisme entre les civils et les soldats rapatriés dépassait tout ce que nous pouvions concevoir de nos jours. Sally ne cita pas le livre, finalement le major l'interrompit. « Monsieur Salomon, vous apporterez un résumé de 3000 mots pour le cours de demain. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, en dehors de toute raison historique, théorique ou pratique, la franchise n'est accordée aujourd'hui qu'aux seuls vétérans ?»« Eh bien, parce qu'ils ont été sélectionnés, Major. Ils sont plus intelligents. Aberrants. » Major, ce mot est-il trop savant pour vous, monsieur Salomon ? Il signifie que votre concept est stupide. Les hommes qui accomplissent leur service ne valent pas mieux que les civils. Dans bien des cas, les civils se montrent plus intelligents. C'est ainsi que l'on tenta de justifier le coup d'État qui précéda les traités de la Nouvelle-Delhi. Laissez donc l'élite intellectuelle conduire les choses et vous aurez le droit à l'utopie. Vous savez ce que ça nous a coûté. La science, en dépit des bénéfices sociaux qu'elle apporte, n'est nullement une vertu sociale. Les hommes qui se réclament d'elle sont trop souvent des égocentriques dépourvus du moindre sens de la responsabilité sociale. Est-ce que ça vous éclaire un peu, monsieur ? Les hommes qui accomplissent le service sont disciplinés, Major ? Le Major prit un ton fort aimable. Désolé. Cette séduisante théorie n'est pas corroborée par les faits. Vous comme moi, nous ne pouvons voter aussi longtemps que nous appartenons au service, et nul ne peut prouver que la discipline militaire forme des hommes socialement disciplinés. Le taux de criminalité chez les vétérans et chez les civils est comparable. Et puis, vous oubliez que, en temps de paix, les vétérans viennent, pour la plupart, d'unités auxiliaires qui ne sont pas soumises à la rigueur de la discipline militaire. Et pourtant, ils ont le droit de vote. Le Major eut un sourire. Monsieur Salomon, ma question était piège. La seule raison que nous ayons à continuer à vivre selon le système actuel est une raison pratique qui est à la base de bien des systèmes. Ça marche. Ce qui est intéressant là, ce que dit le Major par rapport à l'intervention de Salomon qui parle de la discipline, ça fait quand même écho au fait qu'il y a plein de gens qui pensent que notre société serait meilleure s'il y avait un service militaire. Et comme quoi ça ferait, une unité, que les gens seraient plus responsables, etc. Lui il dit, si vous pensez que c'est la discipline du service militaire qui rend la société meilleure, lui il vous dit non. Étonnamment, c'est marrant. Néanmoins, l'examen des détails est très instructif. Tout au long de l'histoire, les hommes se sont évertués à remettre le pouvoir de décision entre les mains d'hommes qui sauraient en user avec sagesse, pour le bien de tous. L'un des premiers systèmes fut celui de la monarchie absolue, que l'on défendit passionnément au nom du droit divin des rois. Parfois on essaya de ne pas laisser à Dieu le seul privilège de ce choix. Les Suédois, par exemple, choisirent pour les gouverner un Français, le général Bernadotte. Mais c'est là un exemple limite. L'ensemble des systèmes va de la monarchie absolue à l'anarchie totale.
L'humanité en a essayé des milliers et s'en est vu proposer des milliers d'autres. Certains aussi étranges que ce communisme de fourmilière que Platon appela à tort la République, mais les motivations n'ont jamais cessé d'être d'ordre moral. Trouver un gouvernement à la fois stable et bénéfique. Tous les systèmes ont cherché à parvenir à ce résultat en limitant la franchise, le droit de vote, aux hommes qui étaient supposés suffisamment sages pour exercer judicieusement ce droit. Je dis bien tous les systèmes. Les démocraties les plus libérales ont toujours interdit ce droit à plus d'un quart de leur population en jouant sur l'âge, la naissance, les impôts, les délits. C'est vrai que tout le monde n'a pas le droit de vote. Les gens en dessous de 18 ans, ils n'ont pas le droit de vote, par exemple. Et comme quoi, on aurait dû aussi peut-être le retirer aux retraités. Mais bon, ça c'est un autre problème. Je dois avouer que je n'ai pas encore perçu de différence entre le vote d'un crétin de 30 ans et celui d'un génie de 15 ans. Mais là, je fais allusion à l'ère du droit divin du citoyen ordinaire. De toute façon, ces gens ont payé chèrement leurs erreurs. La franchise a été accordée selon les règles multiples et variées. Par la naissance, par l'hérédité, la race, le sexe, la propriété, l'éducation, la concession. Tous les systèmes ont été expérimentés. Tous ont fonctionné, mais aucun de manière satisfaisante. Ils s'effondrèrent par leur propre faute ou furent renversés parce que jugés tyranniques. Notre système n'est qu'un autre système encore différent, mais il est plutôt satisfaisant. Certains se plaignent, mais personne ne se rebelle. La liberté de l'individu n'a jamais été aussi grande au cours de l'histoire. Il y a peu de lois, les impôts sont légers et les standards de vie aussi élevés que le permettent les moyens de production. La criminalité est à son plus bas niveau. Pourquoi ? Certainement pas parce que ceux qui ont le droit de vote sont plus intelligents que les autres. Nous avons déjà rejeté cet argument. Monsieur Tamani, pouvez-vous nous dire pourquoi notre système est plus efficace que ceux qui l'ont précédé ? J'ignorais d'où Clyde Tamani tenait son nom. Jusqu'alors, je le croyais indien. Je pense que c'est parce que les électeurs constituent un groupe réduit, conscient de l'importance de ces décisions et donc de leurs conséquences ? Je répète que nous avons affaire à une science exacte. Je ne vous demande pas ce que vous pensez, et d'ailleurs ce que vous pensez est inexact. Les nobles au pouvoir dans bien des systèmes anciens représentaient un groupe réduit mais parfaitement conscient de l'importance de son pouvoir. De plus, vous devriez savoir que le pourcentage des citoyens affranchis par rapport à la population adulte ne représente pas forcément une fraction mineure. On en compte 80% en Iskander, contre moins de 3% dans certaines nations de la Terre. Pourtant, le gouvernement est bien le même pour tous. Les citoyens qui jouissent du droit de vote ne sont nullement sélectionnés. Ils ne sont pas plus intelligents, ne possèdent aucun talent, aucune formation particulière pour l'exercice de leurs droits souverains. Alors dites-moi, quelle peut être la différence entre vos votants d'aujourd'hui et les gouvernements d'hier ? Mais vous avez assez supposé, pensé, deviné. Je vais vous faire part de l'évidence absolue. Dans notre système, chaque votant, chaque fonctionnaire est un citoyen qui a prouvé, en se portant volontaire pour le service, qu'il plaçait la sauvegarde du groupe au-dessus de la défense de ses intérêts personnels. Et c'est là une différence essentielle. Il peut manquer de sagesse comme de vertu civique, mais sa valeur moyenne est considérablement supérieure à celle de n'importe quel dirigeant des âges passés. Le major s'interrompit pour effleurer des doigts les aiguilles d'une très ancienne montre. Nous sommes presque au bout de notre temps et il nous reste à déterminer la raison morale du succès de notre mode de gouvernement. Le succès permanent n'est en aucun cas l'effet du hasard. N'oubliez surtout pas que nous traitons de science et non de rêve. L'univers est ce qu'il est et non ce que nous voulons qu'il soit. Voter, c'est participer à l'autorité, une autorité suprême dont dérivent toutes les autres. Telle est la mienne par exemple qui me permet de vous faire souffrir une fois par jour. La puissance si vous préférez. La franchise est le droit de citer, c'est la puissance. La puissance pure et simple, celle du fer et du feu. Qu'elle soit exercée par 10 hommes ou par 10 milliards d'hommes, l'autorité politique est la puissance. Mais cet univers est le fait de dualité conjuguée. Dites-moi, monsieur Rico, quelle est la proposition réciproque de l'autorité ? La responsabilité, Major. Bravo. Pour des raisons pratiques, autant que morales et mathématiquement vérifiables, l'autorité et la responsabilité doivent être égales, sous peine d'un déséquilibre aussi inévitable que l'écoulement du courant entre deux points de potentiel différents. Permettre l'exercice d'une autorité irresponsable, c'est ouvrir la porte au désastre. Rendre un homme responsable de faits qu'il ne peut contrôler, c'est faire preuve d'imbécilité. Les démocraties étaient instables dans la mesure où leurs citoyens n'étaient pas responsables de la façon dont ils exerçaient leurs droits souverains d'autorité. Si ce n'est par la logique fatale de l'histoire. Nul n'avait entendu parler de cette unique captation dont nous nous acquittons. Nul n'avait cherché à déterminer si un citoyen était socialement responsable dans la mesure de son autorité littéralement illimitée.
S'il votait l'impossible, il obtenait le désastre possible. Et il en était à ce moment-là tenu responsable. Et il était détruit en même temps que son temple fragile. C'est intéressant, je pense qu'on peut s'arrêter une seconde. Donc là, il y a tous les élèves de l'école d'officiers qui parlent au major, qui disent pourquoi le soldat il peut voter. Donc il y en a qui disent ils sont disciplinés, ils sont intelligents, nanani nanana. Le major à chaque fois il dit non, c'est pas ça. Et en fait, il explique dans un premier temps c'est quoi le droit de vote. Ce qu'il dit, c'est le droit de vote, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est le pouvoir que vous avez sur les autres. Dans le film, ils ont assez bien résumé ça avec une scène où il y a justement le colonel qui fait un cours, et ce qu'il explique, c'est que ce droit de vote, cette autorité, c'est la violence que vous exercez sur les autres, et que si vous gagnez des élections ou un référendum ou n'importe quoi à 51%, vous imposez par votre violence, votre puissance sur les 49 autres %. Donc ce droit de vote, c'est littéralement de la puissance. Et en fait, il dit pour que ça marche, il faut qu'il y ait une proportion égale entre la puissance et la responsabilité. Et c'est le problème qu'il y avait dans les sociétés d'autrefois, donc la nôtre, les démocraties libérales, c'est qu'en fait, vous votez, mais que vous n'êtes pas responsable. C'est pour ça qu'on accuse toujours les dirigeants. À chaque fois, on vote et on fait « t'es un connard Macron, nanani ». En fait, ça, c'est typiquement un acte d'irresponsabilité. Parce qu'en fait, c'est nous qui votons pour des choses impossibles. Parce que c'est du clientélisme en fait. Ce que font les candidats au présidentiel, c'est nous promettre des choses impossibles. Ouais, vous aurez la retraite à 50 ans, vous allez tous gagner 5 milliards d'euros, vous aurez la santé gratuite, personne va faire la guerre, il y aura pas d'armement et personne nous agressera. Et là, le mandat, vous allez planer dans les nuages. Et évidemment, c'est impossible. Donc on a des désastres, ça ne marche pas. Et à la fin, qui est baisé? C'est ceux qui ont voté. Mais il faut que le temple s'effondre avant qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait n'importe quoi. Autrement, juste ils votent et puis ils accusent les autres. Parce qu'il n'y a pas, justement, de proportionnalité entre la responsabilité et le vote. Notre système, superficiellement, n'est qu'à peine différent des autres. Nous vivons selon une démocratie qui n'est nullement limitée par la race, les croyances, la naissance, la richesse, le sexe ou même les convictions. Un système dans lequel chacun peut obtenir le droit de décision après un temps de service relativement aisé et habituellement de courte durée. Mais la différence, la subtile différence, est celle qui sépare un système efficace fondé sur des faits d'un système foncièrement instable. La franchise souveraine est la forme ultime de l'autorité humaine et il convient de s'assurer que ceux qui l'acquièrent sont prêts à accepter la forme ultime de la responsabilité sociale et que s'ils désirent participer à la direction de l'État, ils sont en mesure de risquer leur existence et même de la perdre pour le bien de ce même État. Un maximum de responsabilité est ainsi compensé par un maximum d'autorité. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez beaucoup de puissance qu'on vous donne beaucoup de responsabilités, on attend de vous justement beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire que si vous imposez cette violence aux autres, vous devez être capable d'avoir la pire des violences, donc la violence physique, sur vous-même. C'est pour ça qu'on attend d'abord à ce que vous vous engagiez dans une carrière militaire et donc aller au combat, etc., de risquer votre vie et de gagner très peu d'argent pour montrer que vous êtes apte à utiliser cette violence avec parcimonie. C'est le yin et le yang, égaux et parfaits. Mais quelqu'un peut-il me dire pourquoi nous avons jamais connu de révolution contre ce système, contrairement à tous les gouvernements qui ont précédé, en dépit de toutes les protestations et plaintes que nous entendons? Ce fut l'un des plus anciens qui se décida. « Major, la révolution est impossible !» Oui, mais pourquoi? Parce que la révolution, le soulèvement armé, a non seulement pour origine l'insatisfaction, mais aussi l'agressivité. Un révolutionnaire doit être capable de se battre et de mourir. Si les éléments agressifs sont les chiens de berger, les moutons ne nous croiront pas d'ennui. C'est assez bien formulé. Je me méfie des images, mais celle-ci résume assez bien les faits. Mais apporter une preuve mathématique demain, il reste justement assez de temps pour une question. Elle est très intéressante ce passage aussi, parce qu'en gros, ce qu'il demande, c'est pourquoi il n'y a pas de révolution violente, etc. Et l'autre, il répond juste, parce que les éléments violents, ceux qui sont prêts à risquer leur vie, à combattre, en fait, se sont engagés dans l'armée, donc c'est eux qui tiennent le pouvoir via leur droit de vote. Donc ça fait un filtre, il peut pas y avoir d'éléments violents qui ne se sont pas engagés dans l'armée, quoi. Donc il peut pas y avoir de révolution contre ce système. Il nous reste juste assez de temps pour une question. Mais c'est vous qui allez la poser et j'y répondrai. Alors ? Eh bien, Major, pourquoi
Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout ? Pourquoi ne pas obliger chacun à faire son temps de service pour que tout le monde vote ? Jeune homme, est-ce que vous êtes capable de me rendre la vue ? Non, Major. Pourtant, si vous essayez, ce serait sans doute plus facile que de tenter de conférer des vertus morales, le sens de la responsabilité sociale, à quelqu'un qui en ignore tout, à quelqu'un qui n'en veut pas, qui rejette cela comme un fardeau insupportable. Et c'est pour cela qu'il est si difficile de s'engager et si facile de démissionner. Au-delà du niveau familial ou celui de la tribu, la responsabilité sociale exige de l'imagination, de la loyauté, du dévouement, toute vertu supérieure et qu'un homme ne saurait développer que par lui-même. Essayez de les lui imposer et il les vomira. Bien souvent dans le passé, les armées étaient constituées de conscrits. Allez donc à la bibliothèque constituer le rapport psychiatrique sur les prisonniers victimes de lavage de cerveau aux environs des années 50, durant ce qu'on a appelé la guerre de Corée, le rapport Mayer. Nous en ferons une analyse. Vous pouvez disposer. Donc là, normalement, vous avez compris ce qui fait la différence entre le civil et le soldat et pourquoi le soldat a son droit de vote. En vertu de quel système de valeurs, justement, le soldat reçoit ce droit de vote. Donc on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Fait amusant, c'est qu'il y a un remake du film Starship Troopers qui est prévu pour 2027. Enfin, ce qui est marrant, c'est que dans un article, ils écrivent « Une nouvelle version du roman de Robert Alain est en projet depuis 2016 et cette dernière avance enfin. » On apprend aujourd'hui via The Hollywood Reporter que Neil Blomkamp va écrire et mettre en scène cette nouvelle adaptation. Le média précise bien qu'il ne s'agira pas d'un remake du film de Verhoeven. Et là, ils mettent entre citations « L'objectif est de revenir aux matériaux d'origine. » Mais je sais pas à quel point ils vont oser revenir sur le matériel d'origine, hein. Mais moi je serais très très content que vous y reveniez. Parce que je pense que Robert Alain a utilisé la science-fiction pour tenter d'imaginer une société plus stable, plus efficace que la social-démocratie. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines de nos lacunes, nos certitudes en matière de droit et de justice, en fait qui ne se fondent sur pas grand-chose de solide quand on y réfléchit bien. Je vous ai fait cet épisode parce qu'en réalité, il n'y a que deux issues possibles pour l'avenir de notre pays. Soit j'ai tort, je dis n'importe quoi, la social-démocratie ça fonctionne de manière satisfaisante, et je serais très content que ça fonctionne très bien, et du coup ça devrait durer encore longtemps, les conditions de vie vont s'améliorer, la défense va se renforcer, notre économie va croître de façon exponentielle, la démographie va rajeunir, voilà, l'âge moyen va diminuer, le QI moyen va augmenter, voilà, ce sera le paradis, et j'espère que vraiment ça va marcher, hein. Sinon, la deuxième hypothèse, c'est que le système est défaillant, que ce n'est pas durable, et que du coup, on va atteindre un point de rupture avant de changer de façon de gouverner. Et j'aimerais beaucoup que l'hypothèse 1 soit vraie, mais je pense, en termes de probabilité, que ce sera plutôt l'hypothèse 2, et que du coup, on peut réfléchir ensemble à comment préparer cette hypothèse 2. C'est pour cela qu'on va faire encore 2 épisodes cette saison, je pense. On va étudier la psychologie des Européens de l'Ouest à travers un excellent bouquin qui s'appelle The Weirdest People in the World. Et on finira avec un plan pour 2040, parce que 2040, c'est intéressant, c'est un point de convergence de pas mal de choses. C'est la mort des baby-boomers déjà, donc d'un point de vue démocratique, ça a un impact assez important. C'est la probable naissance d'une IA générale, donc dans les environs de 2035-2040. Bon, ça on verra, hein, ça se trouve ce sera pas du tout le cas, mais en tout cas il y a pas mal d'experts qui s'accordent là sur cette période. Et après il y a aussi une mécanique en termes d'âge, c'est-à-dire que la génération X vont passer à la retraite, et en fait ce sera la prise de pouvoir des millennials qui auront vers 50 ans dans cette période. Donc il y aura beaucoup de convergence d'énormément de facteurs assez importants sur la date de 2040, ce qui veut dire qu'on a 15 ans pour réfléchir à la chute du Conseil Jedi. Préparer l'ordre 66. Parce qu'en réalité, comme dirait un grand homme, j'admire la démocratie, j'ai la passion de la République, mais ce serait quand même très cool de faire la première puissance galactique impériale. Bon allez, j'arrête mes conneries, on a bien... C'était Étoile garde à vous de Robert Alain, et on se dit à la prochaine les amis.
Peut-être qu'on fera une FAQ, donc vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde.